Alors, bonjour à tous, enchanté pour ceux que je ne connais pas. Je suis effectivement conseiller en gestion de patrimoine et par rapport à l'ALIA, il y avait un certain nombre de choses qui me semblaient importantes. On n'arrivera pas à tout faire en une heure, donc j'ai essayé de décomposer ça en trois sessions. Je pense que c'est à chaque fois le mardi. Rachel, confirme-moi, mais c'est… Je pense, oui, on les a fait une après l'autre, oui, tu as raison. Une après l'autre, donc la semaine Ouais. prochaine et dans 15 jours. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir aborder un certain nombre d'éléments. Donc, ce matin, on va parler d'extranéité parce que l'extranéité, c'est le fait que dans un patrimoine, on ait des éléments qui soient extérieurs. Donc, on peut très bien avoir épousé quelqu'un qui n'a pas la même nationalité. On peut très bien, à un moment donné, vivre dans un pays qui n'est pas forcément celui de ses origines. On peut aussi acheter des biens, un bien ou des biens à l'étranger, et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Donc, je vais commencer par une présentation peut-être un petit peu moins focalisée sur Israël, mais on reviendra très vite. Alors, les populations s'internationalisent, pardon, c'est le matin ici en France, de plus en plus. Alors, il y a 100 000 Anglais qui résideraient de façon permanente, 100 000 Allemands. Par contre, il y a 500 000 Anglais qui posséderaient une résidence secondaire en France et 8 millions d'Européens qui vivent et travaillent dans un autre pays de l'Union européenne que leur pays d'origine. Je tiens à préciser que pour l'ALIA, il y a l'ALIA totale, celle où on quitte la France pour monter, c'est le terme consacré, en Israël. Et puis, il y a des ALIA un petit peu différentes où effectivement, on vit en Israël, mais on continue de travailler en France, on va, on vient. Et puis même, et vous le voyez avec ce type de réunion, on arrive également à travailler à distance et à se joindre à distance. Donc, de plus en plus, on va avoir ces éléments où on va vivre dans un pays, travailler dans un autre. Il faut absolument trier le bon grain de livret pour comprendre quels sont tous les pièges fiscaux, principalement, qu'on peut avoir fiscaux, mais il n'y a pas que le fiscal, il y a le civil également, donc on va en parler. Et donc, il y a 3,2 millions de Français qui vivent à l'étranger, dont effectivement certains qui vivent en Israël. Je ne sais pas pourquoi la présentation s'est arrêtée. Voilà. Excusez-moi. Voilà, elle revient. Alors, la mobilité est en perpétuelle croissance, évidemment. Il y a une mobilité de personnes, vous l'avez compris, pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, dans notre cas avec Israël, aussi pour des raisons religieuses, des raisons de retraite, mais il y a une mobilité également des biens, puisque on fait de temps en temps l'acquisition ou la cession d'un patrimoine à l'étranger. Alors, l'élément important fiscalement, c'est la détermination de la résidence fiscale. Et là-dessus, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a deux éléments qui sont importants. Il y a tout d'abord les normes des pays OCDE. Voilà. Le principe, c'est que lorsqu'on est résident fiscal français, eh bien, on a une obligation fiscale illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on déclare ses impôts en France, on doit payer en France l'impôt sur le revenu, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, les éventuelles plus-values immobilières, les plus-values de cession d'entreprise et également les droits de succession. Par contre, lorsqu'on est non-résident fiscal en France, on a une option fiscale qui est limitée à ce qu'on détient en France. Donc, on peut tout à fait, il ne faut pas caricaturer, on peut tout à fait vivre en Israël et avoir, et c'est notre histoire en tant que Français, avoir des biens immobiliers en France. Ce qui ne va pas, et c'est là-dessus qu'on a les plus grandes difficultés avec Georges-David Benayoun, que vous devez connaître ou que vous connaîtrez très prochainement, qui est notre avocat fiscaliste spécialisé dans ce domaine, mais hyper spécialisé au niveau de l'ALIA. La grosse difficulté,
c'est que beaucoup de Français veulent vivre en Israël, font leur alia, obtiennent un passeport, mais détiennent encore 90% de leur patrimoine en France. Donc là, il y a des notions qui vont être difficiles à faire coïncider, donc on va regarder ça ensemble. Tout d'abord, il y a des critères successifs qui sont prévus par la Convention OCDE. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui se rangent sous cette Convention OCDE, et ces critères sont successifs. Ça commence par le foyer d'habitation permanent. Donc, si de manière régulière, on vit dans un pays, alors effectivement, c'est un critère qui est un tout petit peu différent du foyer prévu par l'article 4B du CGI. Un contribuable ne peut avoir qu'un seul foyer au sens du droit français. Donc, c'est la première difficulté qu'on rencontre au niveau de l'ALIA, c'est que on vit en Israël, mais en même temps, on veut conserver une résidence, une résidence principale ou secondaire en France. Donc, le foyer, au sens OCDE, c'est celui dans lequel on vit, mais au niveau fiscal français, c'est le seul dans lequel on vit. Donc, il y a des petites nuances. Et évidemment, il peut y avoir plusieurs foyers permanents d'habitation au sens conventionnel. Je vais passer parce qu'il y a beaucoup d'éléments à vous indiquer ce matin. Après le foyer d'habitation permanent, il y a le centre des intérêts vitaux. Le centre des intérêts vitaux, il faut prendre en considération les relations familiales et sociales, les occupations, les activités politiques, culturelles, etc., etc. Donc, le centre des affaires, le lieu où une personne administre ses biens. Donc, cette appréciation des liens personnels et économiques exige une comparaison entre la France et l'étranger et une pondération, évidemment, entre les liens personnels d'un côté et les liens économiques de l'autre. Encore une fois, très difficile d'avoir d'un côté un passeport et de résider en Israël, et de l'autre côté d'avoir 90% de son patrimoine qui continue d'être en France. Ensuite, il y a le lieu de séjour habituel, ça c'est important. La fréquence, la durée, la régularisation des séjours, etc. Il y a la nationalité, et c'est un critère après l'autre. Et puis, quand finalement on a des personnes qui vivent un peu d'un côté, un peu de l'autre, etc., qui ont les deux nationalités, eh bien, on en arrive à demander aux autorités compétentes des deux États une procédure amiable pour déterminer qui est le pays qui va taxer, l'un ou l'autre. Alors, le principe maintenant, il y a, au-delà de cette convention CDE, il y a la France qui cherche à raccrocher certaines personnes qui sont parties et qui détiennent toujours des biens en France. Donc, les critères, cette fois-ci, alternatifs, c'est-à-dire qu'un seul de ces critères, pardon d'insister, fait que la France pourrait déterminer que vous êtes toujours résident fiscal français. Alors, le premier critère est assez évident, c'est le foyer ou le lieu de séjour principal. Je vous donne un tout petit exemple. Yannick Noah vivait aux États-Unis, vivait en Suisse, enfin, à un moment donné, a quitté la France, et la France a réussi à le taxer simplement parce que même s'il voyageait beaucoup et qu'il était 80% du temps hors de France, eh bien, il y avait quand même sa femme et ses enfants qui allaient à l'école en France. Et donc, la France a déterminé que son foyer permanent, c'était en France. Et donc, l'a taxé sur la totalité de son patrimoine. Donc, dans un premier temps, le foyer ou le lieu de séjour principal, je dis ça, c'est pour les plus jeunes d'entre nous qui ont des enfants. Donc, c'est très important que les enfants, si on veut être résident fiscal israélien, soient en Israël, sauf s'ils sont majeurs. À partir du moment où les enfants sont majeurs, c'est fini, on n'a plus que soi-même et son conjoint, et donc c'est surtout le foyer de vie. Dans un deuxième temps, élément important également, c'est le critère d'ordre professionnel, que l'activité soit salariée ou pas. Donc, si on vit en Israël mais qu'on travaille en France, alors effectivement, on est résident fiscal français et on doit payer ses impôts en France. Alors, il y a le cas de figure
très évident où on vit en Israël, vraiment une grosse partie de l'année. C'est jamais 100%, enfin quelquefois c'est 100%, mais en tout état de cause, on peut vivre en Israël, on peut ne plus avoir d'activité en France, mais la France peut encore, avec ce troisième critère, vous rattacher fiscalement à la France. C'est un critère d'ordre patrimonial, c'est le centre des intérêts économiques. Donc comprenez bien que je ne dis pas ce matin qu'il ne faut plus rien avoir en France, mais en tout état de cause, il faut organiser une certaine mobilité, préparer son alia, il y a un certain nombre de choses, et on peut encore détenir des biens en France. Pas la majorité. Donc, cette détermination de résidence fiscale selon les critères de l'article 4b, j'espère vous les avoir présentés. En premier, je me répète, c'est le foyer ou le lieu de séjour principal en France, qu'on appelle le foyer d'habitation permanent. Encore une fois, je ne vais pas vous donner tous les arrêts du Conseil d'État, mais en tout cas, ça a été, c'est passé, il y a de la jurisprudence, donc les choses sont claires. Le deuxième sujet que je vous rappelle, c'est l'activité professionnelle principale en France. Là aussi, arrêt du Conseil d'État. Et puis, surtout, le centre des intérêts économiques en France, où là, il y a un nombre d'arrêts de Conseil d'État qui déterminent. Alors, encore une fois, il y a aussi une taille de patrimoine. Donc, quelquefois, on peut passer entre les mailles du filet. Alors, je ne vais pas trop développer, mais je vous l'ai évoqué tout à l'heure, le lieu de résidence d'enfants majeurs est sans incidence pour déterminer le lieu du foyer des parents. Par contre, s'ils sont mineurs, bien évidemment, c'est un élément primordial. Il y a eu avec le Covid des cas particuliers de soins médicaux qui faisaient que la présence en France était nécessaire et pouvait caractériser de circonstances exceptionnelles. Mais cela pourrait entraîner le transfert du foyer en France. Vous savez notamment qu'à un moment donné, les avions ont été coupés, certains pays ont été fermés, et donc si on est obligé de rester en France pour des raisons de Covid, on n'est absolument pas redevenu résident fiscal français si on a passé plus que 6 mois en France en 2020 ou en 2021. Donc, il y a quand même des cas de figure et une certaine souplesse. Alors, ce qui est important, c'est que le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable a résidé en France plus longtemps que dans aucun autre État au cours de la même année. Donc, comprenez bien que la fable, ça ne s'appelle pas autrement, des 183 jours ou des un peu plus de 6 mois, c'est un élément qui n'est indiqué dans aucun texte fiscal, en tout cas en France. Il y a à peu près 3600 pages dans le Code général des impôts, aucune n'évoque les 183 jours. Donc, ce qui est important, c'est le pays où on a résidé le plus longtemps au cours de la même année. Peu importe évidemment que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition. L'activité principale, je n'insiste pas, qu'elle soit salariée ou non, on l'a évoqué déjà. Ça peut être aussi celle qui rapporte le plus, ça peut être également celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Et dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus mondiaux. Là, je vais passer très très vite. Les députés en France ont voté une loi pour dire que quand on a une entreprise qui génère plus de 250 millions de chiffre d'affaires en France et qu'on vit à l'étranger, alors on doit payer ses impôts en France. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ce matin et qui ont en France une société qui génère plus de 250 millions. Ça me ferait très plaisir pour eux. Mais c'est un cas vraiment très particulier. Insistons maintenant sur le centre des intérêts économiques, vous l'avez compris. C'est le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens, où il a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. En cas de pluralité d'activités, ce qui est souvent le cas,
ou de sources de revenus différentes. Le Conseil d'État considère que le centre des intérêts se trouve dans le pays d'où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Voilà, la détermination du centre des intérêts économiques est fonction du poids prépondérant des revenus perçus en France ou à l'étranger et par année d'imposition. Dans certains cas, il y a un conflit de résidence. Je ne vais quand même pas rentrer trop loin dans ce sujet. Dans ces conditions, il convient de regarder s'il existe une convention fiscale permettant de déterminer le pays de résidence dans cette situation de double résidence. En résumé, les résidents fiscaux français sont soumis à une obligation fiscale illimitée. Ils doivent tous leurs impôts en France, y compris sur de l'immobilier qu'ils auraient à l'étranger. Les non-résidents français, bien évidemment, sont soumis à une obligation fiscale limitée et doivent donc continuer de payer un impôt à l'endroit où se trouvent ces biens. Donc, si vous avez décidé de laisser des placements en France, il y aura une fiscalité à payer en France. Si vous avez décidé de laisser de l'immobilier en France, il y aura aussi une fiscalité immobilière qui s'appliquera. On abordera ce sujet plus tard. Voilà, bon, les conventions, ne rentrons pas trop dans ce détail. Simplement, cette convention permet, de déterminer la résidence fiscale en cas de conflit de résidence, et d'éviter les doubles impositions. On a plutôt de la chance quand on compare la France avec Israël, parce que dans certains pays où il y a une fiscalité importante, on peut être soumis à une double imposition. Avec Israël, il y a au moins pendant les 10 premières années de l'ALIA, pas de fiscalité sur tous les revenus extérieurs. Et bien évidemment, il reste une fiscalité sur les revenus israéliens. Alors là, j'ai mis cette petite phrase en gras pour vous, parce que l'objectif des conventions fiscales, s'il est d'éviter les doubles impositions, ça n'est pas de créer des doubles exonérations. Et donc, la grosse difficulté qu'on rencontre avec Israël, c'est que pendant les 10 ans qui suivent l'ALIA pour les Olim Hadashim, nous n'avons pas d'impôt du tout sur les revenus extérieurs. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas ne pas en payer en France et ne pas en payer en Israël. C'est toutes les difficultés. Il y avait un régime qui était à peu près équivalent, qui était le régime du Portugal, qui aussi exonérait le Golden Visa donc pendant 10 ans. Les Portugais ont modifié cela et je trouve, et on trouve avec Georges David que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que les Portugais font payer 10%, mais ces 10% qui sont payés au Portugal permettent de montrer à la France que l'impôt a été payé et donc permet, compte tenu de la convention fiscale, de ne pas avoir à payer un autre impôt en France. En Israël, on est toujours à 0. Tant mieux, diront certains. Moi, je ne trouve pas que ce soit forcément une bonne chose. La date de changement de résidence fiscale définit évidemment les obligations fiscales du contribuable. Donc là, je tiens à insister sur le fait que ça n'est pas le moment où vous avez votre passeport israélien qui détermine le fait que vous êtes maintenant résident fiscal israélien. Vous détenez simplement le passeport, la nationalité israélienne. Bien évidemment, il y a un certain nombre de choses à faire pour provoquer ce changement de fiscalité si vous le souhaitez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en Israël et qui continuent de payer leur impôt en France et qui le souhaitent. Mais si vous souhaitez devenir résident fiscal israélien, alors il y a un certain nombre de choses à faire. Alors évidemment, il y a l'impôt sur le revenu, il y a ce qui était l'ISF et qui est devenu l'IFI. En matière d'impôt sur le revenu, c'est évidemment sur toute l'année qui est considérée. En matière d'IFI, c'est la situation qui est dressée au 1er janvier de l'année. Donc, faites votre alia, on est le 19, on est le 19 aujourd'hui? Oui. On est le 19 janvier, et bien globalement, on doit toujours payer l'impôt sur la fortune immobilière en France, puisque au 1er janvier, on était résident fiscal français.
Les donations, les successions, ce qui est important pour l'article 4b, c'est la date du fait générateur de l'impôt. Alors, pour le décès, c'est relativement facile, c'est la date du décès. Quelquefois, pour les donations, c'est un petit peu différent. Ça peut être la date de l'acte authentique, et pour les actes sous seing privé, par précaution, la date d'enregistrement de l'acte. Et donc, ce que j'indiquais, c'est qu'un contribuable peut être résident fiscal en matière d'impôt sur le revenu et résident fiscal d'un autre pays au regard des droits de donation ou de succession ou encore de l'impôt sur la fortune. Alors, les précautions à prendre, ça me semble important, j'ai insisté, pour les personnes ayant une ou plusieurs résidences secondaires en France, ou pour les personnes ayant encore leur activité professionnelle principale en France. Voilà les aspects pratiques du transfert de résidence fiscale. La facture de déménagement est un élément important. Vous allez voir, c'est très long. Il y a les aspects douaniers et le transfert de résidence hors de l'Union européenne. Il y a la date d'inscription des enfants à l'école, la date de prise de bail en Israël ou de résiliation d'un bail en France, la date d'achat ou de vente de la résidence constituant le domicile, les informations des banques afin de convertir les comptes bancaires en comptes de comptes résidents qu'ils étaient en France en comptes non résidents. En cas de délocalisation, c'est une information par lettre recommandée avec accusé de réception du centre des impôts de sa nouvelle adresse, en précisant que cela emporte transfert de résidence fiscale hors de France. On fait ça souvent en Israël au niveau du consulat. Très important, j'aurais dû le mettre en gras, la réorganisation du patrimoine. Une alias, ça se prépare. Les formalités liées à l'exit tax, on pourrait être dans ce cas de figure. Les informations des caisses de retraite françaises, les informations des compagnies d'assurance, la consommation d'EDF et d'électricité. Vous voyez ? Et lorsqu'on a des contentieux de résidence, le contrôleur fiscal peut vérifier les comptes bancaires pour déterminer les jours de présence sur le sol français, le recoupement des informations données par des tiers, électricité, gaz, relevé, téléphone. J'ai oublié de vous dire aussi que quand on a un passeport israélien, on a l'obligation de le présenter et de ne présenter que ce passeport quand on rentre en Israël et quand on sort d'Israël. Donc, Israël connaît exactement le nombre de jours, je devrais même dire d'heures que vous avez passé en Israël, et il communique beaucoup avec le fisc français. Donc, on sait très, très exactement combien de temps on a passé en France. Évidemment, l'inscription scolaire des enfants, la communication des pièces par le service des douanes, etc., etc., etc. Rapidement, les revenus immobiliers dans un cadre international. Je les aborderai lors d'une prochaine session. Donc là, je passe très, très vite en revue. Les principes de taxation, il faut comprendre que lorsqu'on a un bien immobilier, dans 99,9% des cas, dans l'OCDE, ces biens sont taxés sur leurs revenus dans le pays dans lequel se trouve le bien. Pour autant, on a un cas particulier en Israël qui est, vous allez peut-être m'aider, peut-être qu'Alain va me donner le montant exact. Je crois que lorsqu'on a moins de 4 500 ou 5 000 shekels ou Rachel par mois de revenus locatifs, on n'a pas d'impôt du tout. 6 000, Stéphane. C'est 6 000 maintenant ? Oui, 6 000. Voilà. Donc, beaucoup de Français font ce sport et trouvent très, très bien de ne pas payer d'impôt du tout sur leurs revenus locatifs. Moi, je pense qu'il vaut mieux en payer un petit peu en Israël et être au-dessus de ces 6 000, parce qu'à ce moment-là, on a payé son impôt et on n'est plus, au regard de la convention franco-israélienne, on n'a plus à payer d'impôt en France. Si par contre, on a payé 0 en Israël, eh bien, les revenus qui n'ont pas subi d'impôt en Israël vont payer un impôt en France, plus les prélèvements sociaux de 17,2. Donc, quand c'est dans une tranche à 30%, plus 30, 41 ou 45%, plus 17,2, ça fait très, très mal.
Voilà. Bon, le modèle OCDE, c'est l'imposition dans l'état de situation de l'immeuble. Les plus-values immobilières, on abordera cela une prochaine fois. Alors, il y a des méthodes qui sont prévues par les conventions internationales pour éviter la double imposition. Je vais passer très vite. On peut avoir un crédit d'impôt qui est égal à l'impôt étranger. On peut avoir un crédit d'impôt qui est égal à l'impôt français. Et on peut avoir, et c'est ce que choisit la France aujourd'hui dans beaucoup de conventions, ce qu'on appelle le taux effectif. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui gagne 100 000 euros de revenus à l'année et 20 000 euros de revenus locatifs, ben, on pourrait très bien se dire que si les 100 000 euros sont gagnés ailleurs qu'en France, on devrait payer très peu d'impôts, voire pas d'impôts, sur les 20 000 euros qui seront déclarés en revenus locatifs. En l'occurrence, ce que choisit la France, c'est de dire pas du tout, vous gagnez 120 000 euros, donc ça vous fait un taux d'imposition de 30, 31, 32, 33, 35%. Vous ne les payez pas sur les 100 000, mais vous devez les payer sur les 20 000 qui sont fiscalisés en France. En général, les contributions sociales ne sont pas payées en France, mais quelquefois, elles le sont. Donc, il faut se référer à notre convention. Pour les non-résidents qui ont des biens immobiliers en France, on va aller très, très vite. Il y a une taxation à 20% jusqu'à 17 000 et quelques. Et dans la deuxième tranche du barème, 27 794 en 2019 et 30% au-delà. Les plus-values immobilières, c'est 19%. Voilà. Et les modalités de calcul sont les mêmes que pour les résidents fiscaux français. J'essaye d'aller sur les choses qui sont importantes et que vous ne connaissez pas. Il y a une exonération de plus-value qui est réalisée sur l'habitation en France de certains non-résidents dans la limite d'une seule cession depuis 2006. Alors, ça n'est pas applicable si le bien est détenu par une SCI, mais globalement, c'est intéressant, puisqu'on a droit à 150 000 euros par individu. Donc, lorsqu'on est un couple, on peut bénéficier d'une exonération de plus-value sur 300 000 euros. Et tout ça fonctionne jusqu'à la 10e année du départ. Alors, il y a aussi le cas de l'ancienne résidence principale. Donc, il y a un arrêt du Conseil d'État, l'arrêt Griveaux, qui dit qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal. Donc, on peut très bien ne pas avoir vendu sa résidence principale avant de partir en Israël, mais il faut le faire relativement vite et avoir en tout cas des éléments d'une agence immobilière comme quoi on l'a mis en vente. Sachez simplement, que depuis le 28 décembre 2018, l'article 43 du CGI a été modifié. Il est applicable aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019, qui instaure une exonération intégrale de la plus-value réalisée par les expatriés cédant au plus tard le 31 décembre de l'année suivant leur départ de France, leur ancienne résidence principale, s'ils en ont gardé la libre disposition. Donc, je m'exprime, on est aujourd'hui en 2022, quelqu'un qui ferait son alia début 2022 aurait jusqu'au 31 décembre 2023 pour pouvoir vendre cette résidence principale, même s'il est en Israël. Donc, on ne peut pas la conserver pendant 10 ans, mais pendant 1 an et demi, maximum 2 ans, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'ALIA, et bénéficier de cette exonération de plus-value intégrale sur la résidence principale, à condition qu'elle n'ait pas été louée. Si elle est louée un jour, une semaine, en Airbnb, elle perd sa qualité de résidence principale, et donc l'exonération qui va avec. Bon, simplement vous montrer que dans certains cas, on peut avoir un impôt de plus-value sur un bien de 500 000 euros, de 21 000 euros, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour un non-résident, et de presque 150 000 euros pour un résident, parce que le résident n'a pas
à part la résidence principale, sur la vente d'un autre bien, cette fameuse exonération de 150 000 € qu'on a évoquée, l'article 150 OA. L'exit tax, c'est le domaine de Georges. Il faut comprendre simplement rapidement que quand on détient plus de 50% des parts d'une entreprise ou que la valeur globale de cette entreprise excède 800 000 €, on a effectivement, on rentre dans la catégorie de l'exit tax dont sont exonérés, je tiens à le dire, l'assurance vie et les PEA. Et cette exit tax a évolué dans le temps. Il faut savoir qu'avant, jusqu'en 2014, on avait 8 ans, on était soumis à cette exit tax pendant 8 ans. De 2014 au 1er janvier 2019, là, c'est très dur pour ceux qui ont fait leur allié à cette époque-là, puisqu'on est sous le coup de l'exit tax pendant 15 ans. Et à compter du 1er janvier 2019, la loi a changé. Et ça peut être 2 ans ou 5 ans, selon qu'on soit en dessous de 2 570 000 € ou au-dessus. Alors, attention, voilà un piège civil qui est important. La plupart d'entre nous se sont mariés sous un régime, qu'il soit communautaire ou séparatiste. C'est très important. Mais sans faire, alors si c'est un régime communautaire, si c'est le régime légal, certains ne choisissent pas une convention matrimoniale. Ils choisissent celle du pays dans lequel ils sont, et souvent quand on est jeune, on va pas plus loin que ça. Malheureusement, il y a eu une succession de lois, donc je vais vous en parler encore une fois très vite parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Mais globalement, ça, c'est un élément qui est très intéressant. Lorsqu'on s'est marié avant le 1er septembre 1992, encore une fois, sans convention particulière, le régime matrimonial est fixe. Il correspond au lieu du premier domicile commun, effectif et stable des époux qui auraient vécu 2 ans dans un endroit. Donc, s'ils se sont mariés, qui sont partis au bout de 3 mois vivre dans un autre pays, c'est l'autre pays qui rentre en ligne de compte. S'ils ont vécu en France ou ailleurs pendant 2-3 ans, eh bien, c'est évidemment ce régime-là qui est le régime qui les suit toute leur vie. Voilà. Il y a quand même une possibilité, c'est de choisir la loi nationale commune. Si on est tous les 2 Français ou tous les 2 Israéliens, eh bien, effectivement, on a des cas de figure un petit peu différents. Mais ce qui est important, c'est l'immutabilité du régime au jour du mariage. D'accord? Et donc, un changement de domicile matrimonial ou de nationalité n'a strictement aucune inférence sur le régime matrimonial qui a été choisi. Après, voilà le vice. Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019. Donc, vous voyez, ça représente quand même 27 années. C'est la Convention de La Haye. Et la Convention de La Haye inclut une mutabilité du régime matrimonial. Le régime matrimonial, a priori, c'est celui de la première résidence habituelle des époux. Mais il y a une mutabilité qui peut muter en fonction d'un pays de résidence qui serait différent. Donc, il faut savoir que si on revient vivre dans un pays dont on a tous les deux la même nationalité, la mutabilité est automatique. Si par contre on vient vivre dans un pays dont on n'a pas la nationalité, la mutabilité du régime matrimonial a lieu 10 ans après avoir passé du temps dans ce pays. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez 2 jeunes, on va dire un Français et une Italienne, qui se marient aux États-Unis et qui vivent aux États-Unis. Il n'y a pas de problème, c'est le régime matrimonial du lieu où ils se sont mariés. Ils reviennent vivre en France ou en Italie. Eh bien, globalement, il ne se passe rien pendant 10 ans. Mais au bout de 10 ans, ils adoptent un régime matrimonial qui pourrait être différent de celui qu'ils avaient adopté. Et donc, pour les civilistes, pour les notaires, c'est une catastrophe de ne pas
choisir ou de ne pas agir, de ne pas être au courant de ce piège absolu, parce qu'on peut très bien avoir une succession de régimes et être en séparation de biens pendant 3 ans, puis en communauté pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, puis à nouveau en séparation de biens. Donc, à qui appartient cet appartement? À qui appartient tel autre? À qui appartient ce compte bancaire? C'est quelque chose qui est horriblement compliqué. Donc, il faut retenir ces 2 dates et se dire qu'il suffit simplement à un moment donné d'aller voir un notaire et de dire nous choisissons comme régime matrimonial le régime français, un régime de communauté, un régime de séparation de biens. Et effectivement, on a un effet rétroactif possible pour ne pas avoir de complexité au moment où ce régime devrait être stoppé. Et un régime matrimonial, c'est stoppé au moment d'un divorce ou au moment d'un décès. Donc, si on n'a pas envie d'avoir, au moment du décès, des calculs insensés réalisés et des questions terribles qui soient demandées par le notaire, il faut absolument aller voir un notaire, être au courant de cet élément-là et dire voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est cet élément, ou c'est ce régime matrimonial. Par contre, depuis le 29 janvier 2019, il y a une loi unique. À défaut de choix express par les époux, c'est le régime matrimonial de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, et à défaut, c'est la loi nationale commune. Et surtout, il y a une portée universaliste du règlement et pas d'effet rétroactif. Ça veut dire que globalement, on a un régime matrimonial et on s'y tient pour toute la vie. Malheureusement, peu d'entre nous se sont mariés dans les 2 dernières années. Donc, il faut vraiment vérifier son régime matrimonial. Concernant les successions, alors, je tiens à vous dire qu'il y a d'abord le civil et ensuite le fiscal. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Il ne s'agit pas de se dire je paye des impôts je dois payer des impôts dans tel pays. Avant de payer un impôt éventuel de succession, il faut savoir qu'est-ce qui appartient et à qui. Est-ce que cet appartement appartient en commun à monsieur et madame ou est-ce qu'elle appartient à monsieur ou à madame? Donc, toute la partie civile, c'est le piège que je vous ai indiqué tout à l'heure, doit être absolument appréhendée, vérifiée et réglée, car on peut le régler. Et ensuite, une fois qu'on sait ce qui appartient à l'un et à l'autre, eh bien, on a une succession dans un contexte international. Voilà ce qui se passe. C'est régi par l'article 750 ter 1, 2 ou 3 du CGI. Alors, comprenez bien que lorsque vous êtes résident français, il y a une imposition des biens mondiaux. C'est simple, c'est clair, c'est net et c'est précis. Lorsqu'on est non-résident de France, il y a le législateur en France a ajouté 2 éléments. L'article 750 ter 2 du CGI et le 750 ter 3 du CGI. Le 750 ter 2 dit la chose suivante, vous décédez en dehors de la France, vous ne devez pas payer de droits de succession en France, sauf sur les biens qui sont toujours en France. Ça, c'est le 750 ter 2 du CGI. Et la nouveauté française, et je peux vous dire que c'est le seul pays au monde qui a décidé de cela, on taxe les héritiers. Donc, vous pouvez très bien avoir décédé à l'étranger, et en l'occurrence, on est en train de parler d'Israël ce matin, vous pouvez très bien avoir la totalité de votre patrimoine en Israël, mais si les enfants ou les bénéficiaires, les héritiers sont en France, alors à ce moment-là, ils devront payer sur le patrimoine mondial qu'ils récupèrent. C'est le 750 ter 3 du CGI, et ça, il n'y a que la France qui l'a institué. Donc, comprenez bien qu'une fois qu'on a dit ça, tout ce que je vous dis, ce n'est pas une fatalité. C'est bien de le savoir et ensuite de s'organiser. S'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment quand on a des liquidités, il faut absolument, quand on est résident fiscal israélien, les loger en dehors de France. Comment dire, il y a une grosse différence dans le patrimoine entre ce qui est mobile, les biens mobiliers, et les biens immobiles, donc l'immobilier.
Donc, sur les biens mobiles, ceux qui peuvent bouger, il s'agit simplement de déplacer ces liquidités. Ça sera l'objet d'une réunion, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, Rachel nous dira ça tout à l'heure. Et par contre, lorsqu'il s'agit d'immobilier, eh bien, dans la mesure où on sait qu'on souhaite conserver cet immobilier en France, alors à ce moment-là, il faut s'organiser pour que déjà il y ait une espèce de transmission qui soit organisée, et il y a plein de solutions, et ça sera le sujet de notre deuxième ou troisième réunion. Voilà, donc je vous ai dit ça, non pas pour vous faire peur, simplement pour sensibiliser sur le fait qu'il y a des choses à faire. Voilà, et depuis le 17 août 2015, est entré en application le règlement européen des successions. Dorénavant, la seule loi applicable en termes de succession est celle de la résidence habituelle du défunt. Donc on peut très bien vivre en Israël et malheureusement être bloqué en France et décéder du Covid. Si sa résidence habituelle, c'est Israël, eh bien effectivement, c'est Israël qui gérera. On peut très bien décéder en voyage aussi. On peut très bien avoir un accident d'avion. Donc, les législateurs ont prévu ça et considèrent que c'est dorénavant et dans le monde, enfin au moins en Europe, ça se passe comme ça, c'est la loi applicable, c'est celle de la résidence habituelle du défunt. Ça n'était pas le cas avant 2015. Il y avait une distinction entre les valeurs mobilières et les valeurs immobilières. Mais nous sommes tous en pleine forme ce matin, donc il faut se tourner plus vers l'avenir. Je vais finir avec ce petit tableau qui est très, très important pour moi et qui est vital, c'est ma manière de gérer. Ça vous paraît simple, mais globalement, on a le conjoint et on a les enfants. Et globalement, il y a des lois. En France, on ne peut pas déshériter un de ses enfants. Ils sont héritiers réservataires, donc ils ont droit à un mini et à un maxi, le conjoint et l'enfant à un mini et à un maxi. Et donc, à partir du moment où on a simplement posé son patrimoine sur la table, on va réfléchir en fonction des lois du pays dans lequel vous vous trouvez, des obligations dans lesquelles vous vous trouvez, et surtout de votre propre volonté, qui va consister à privilégier et protéger le conjoint survivant, ou considérer qu'il y a beaucoup de patrimoine, qu'on est aujourd'hui assez âgé, et que plutôt que les enfants héritent à 70 ans, quand ils auront 70 ans, à l'occasion du deuxième décès, peut-être qu'au premier décès, ça serait pas mal qu'ils aient une partie du patrimoine. Donc ce tableau me semble très important. Mais celui qui est très important, c'est celui-là, puisque vous avez le conjoint, et je tiens d'abord dans un premier temps à traiter du conjoint. En Israël, vous savez, il n'y a pas de droit de succession. Donc le conjoint hérite sans droit de succession. Mais en France aussi, depuis la loi TEPA de Sarkozy. Donc il faut bien comprendre que le conjoint paye 0 impôt sur les biens à l'étranger et 0 impôt sur les biens en France. Donc pour lui, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de prise de tête, on ne doit pas se faire de nœuds à la tête. Les nœuds, ils arrivent là, ils arrivent sur l'enfant qui est résident en France, qui lui va payer, d'après l'article 750 ter 3 du CGI que je vous ai indiqué, va payer 100% de son impôt, que le bien soit à l'étranger ou qu'il soit en France. Et enfin, vous avez l'enfant non résident en France, car quelquefois, quand on fait son alia, on a certains enfants qui vivent en Israël et certains qui continuent de vivre en France. Eh bien, il faut comprendre que les enfants non résidents de France vont payer aucun impôt sur les biens à l'étranger et par contre vont payer un impôt sur les biens qui sont en France. Donc, à partir de cet élément-là, eh bien, il faut, plutôt que de dire je ne fais rien et puis globalement, après moi le déluge, il faut se poser les bonnes questions pour, premièrement, et c'est le tableau du haut, protéger le conjoint tout en dotant les enfants si c'est possible, et secondairement, faire une distinction entre ce qui va être donné au conjoint et ce qui va être donné aux enfants. L'enfant qui est non résident en France, par définition, on va plutôt lui donner des biens étrangers.
sur lequel il ne payera aucun impôt. Par contre, pour équilibrer les choses, l'enfant qui est résident en France, qui doit payer un impôt, que le bien soit à l'étranger ou en France, ben on va plutôt lui donner les biens qui sont encore en France et pour lequel on n'aurait pas organisé son alias et sa transmission. Donc, vous voyez, il y a un travail, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de pièges. Et à partir du moment où on en est informé, je pense que ça ne pose aucun problème pour se poser autour d'une table, réfléchir et faire, encore une fois, ce qui n'est pas le mieux pour payer le moins d'impôts, mais ce qui est le mieux pour protéger le conjoint et éventuellement transmettre aux enfants avant qu'eux-mêmes soient en phase de transmission. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Ma présentation est terminée et je suis complètement ouvert à vos questions.